Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous concluons cette semaine de l'éducation financière avec Marc-Olivier Strauss-Kahn que nous retrouvons. Il était venu nous voir mercredi. Nous le retrouvons également ce soir. Marc-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir accompagnés à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière. Vous êtes directeur général honoraire de la Banque de France, enseignant, professeur d'économie et c'est ce qu'on racontait mercredi. Vous avez une passion et un engagement pour la pédagogie économique et l'éducation financière à travers différents leviers. Alors on a parlé de Citeco, le plus grand musée européen de l'économie, c'est ça, si j'ai bien retenu, Marc-Olivier. À Paris. Allez visiter Citeco, boulevard Malesherbes, à Paris, dans le 17e. Magnifique bâtiment néo-gothique. Vous êtes l'auteur, co-auteur avec Anthony Benamou. Je rappelle votre livre paru il y a quelques mois. On parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse. Vous êtes membre également du think tank, d'un cercle de réflexion de jeunes économistes qui s'appelle BSI Economics. Voilà, j'ai moi, le plaisir. Je suis dans le comité stratégique. Exactement, mais j'ai le plaisir de recevoir certains des économistes de BSI Economics et donc c'est l'occasion de les saluer et de leur faire un peu de pub. Enfin voilà, je cite quelques exemples de cette passion et de la manière dont votre engagement pour la pédagogie économique et l'éducation financière se concrétise. Venons-en au sujet que vous avez choisi pour conclure cette semaine. Vous voulez parler des cryptoactifs et du rôle des cryptoactifs dans un monde et une géopolitique particulièrement fragmentée comme aujourd'hui. Oui, en économie, il y a généralement diversité des points de vue, et je ne vais pas cacher que le chapitre 10 de notre livre montre une certaine méfiance par rapport aux cryptoactifs, mais c'est un sujet d'actualité, et j'en prends pour exemple le fait que, à la fin du mois de février, le Bitcoin, qui en est le symbole, avait baissé de 20% en une dizaine de jours. Pendant le premier week-end de mars, Trump a annoncé qu'il allait ordonner aux autorités administratives d'en avoir dans leurs réserves officielles. Résultat, le lundi, il bondissait de 15%. Certains ont dû prendre leur profit parce que le mardi, il retombait à son niveau initial. Demandez-vous à qui le crime profite. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous abordez ce sujet des cryptos, notamment face à un public d'étudiants, par exemple, voilà. Marc-Olivier? Je le compare aux billets d'une part, et pour être concret, mais futuriste, à l'euro numérique, d'autre part, et je parodie le titre d'un film célèbre qui devient le bon, le brut et le brillant. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Qui est le bon dans cette histoire, Alors, le bon, ce sont les billets. On ne va pas faire attention trop aux pièces. Pourquoi ? Parce que c'est la liquidité ultime, celle dont on a besoin, qu'on veut détenir en cas d'incertitude, en risque de crise. À preuve, là aussi, l'augmentation de la détention des billets tirés dans les distributeurs automatiques au début de la pandémie ou au début de la crise financière mondiale, ce qui atteste la confiance maintenue dans les banques centrales qui émettent ces billets, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Et pourquoi ? Parce que ces billets sont sécurisés par de la haute technologie, eux aussi. On parle alors de monnaie fiduciaire, je le rappelle, du latin fiat, qui veut dire confiance. Alors certes, les transactions fiduciaires sont en train de baisser, au profit des transferts faits à partir des dépôts bancaires, qui sont ce qu'on appelle la monnaie scripturale, par des virements, des chèques, etc. Le chèque un peu moins à la mode. En vogue, un peu moins en vogue. Pour ne pas que les banques créent trop de cette monnaie, elles sont contrôlées, c'est-à-dire supervisées grâce à une régulation préalable, et elles sont également... la Banque centrale va pouvoir influencer la distribution du crédit par son coût, qui va être plus ou moins élevé lorsque les banques viennent se refinancer à des taux d'intérêt que fait varier la Banque centrale. Dans cet univers des transferts électroniques, des transactions fiduciaires, une technologie comme la blockchain, vous la mettez également dans le camp du bon, si je puis dire, Marc-Olivier. Oui, la technologie, la blockchain, la chaîne de blocs en français, on peut dire aussi les distributed ledger technology, mais on ne va pas faire dans le détail technique là. Ça a été pratiqué par la Banque de France dès 2018
pour enregistrer des opérations. Et en fait, dit de façon extrêmement simplifiée, c'est comme un grand livre comptable, un registre électronique, ouvert, public, décentralisé, tout le monde peut être amené à écrire dedans, mais surtout inaliénable, au sens où toute opération nouvelle amène à revérifier la chaîne des opérations précédentes. Et ça permet de garantir que vous détenez bien l'actif qui va faire l'objet d'une transaction. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort et utile. Ça a été créé en même temps que le Bitcoin en 2008, mais ça ne doit pas être confondu avec le Bitcoin, symbole des crypto-actifs. Oui, on a bien compris cette technologie, cette chaîne de blocs qui permet des opérations ultra sécurisées, inviolables, etc. Mais technologie sur laquelle s'appuie également le Bitcoin quand même, Marc-Olivier. Et donc le Bitcoin, dans votre déroulé, si je puis dire, dans votre trilogie, c'est celui que vous qualifiez de brut, c'est ça ? Voilà, brut. Et certains vont dire brut comme un diamant. Et moi, je vais plutôt penser brut, qui veut dire pas très net, parce qu'il prétend être une monnaie. Mais c'est quoi les crypto-actifs ? Et dit de façon très simple, là encore, c'est des actifs numérisés émis par des entités privées qui ne sont pas contrôlées. Et il y en a deux catégories que je vais distinguer, pour simplifier les choses là encore, plus ou moins risquées. La catégorie la plus risquée, ce sont les crypto-actifs dits natifs, comme le Bitcoin, qui n'ont pas d'émetteur identifié et qui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir l'émetteur parce qu'on ne sait pas qui c'est un mineur quelque part, et lui dire « je veux l'échanger contre quelque chose ». Qu'est-ce qui fait... Et il n'y a pas donc de valeur sûre. Qu'est-ce qui fait sa valeur ? C'est l'offre et la demande. Et l'offre, elle a été, et prenons l'exemple du Bitcoin pour simplifier là encore, elle a été raréfiée artificiellement par la préannonce qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions d'unités et sa production qui diminue de moitié périodiquement. Du côté de la demande, il y a l'attrait spéculatif et l'anonymat qui permet à certains comme la Russie de contourner les sanctions. Et donc, c'est pas étonnant que le prix fasse le yo-yo que j'ai évoqué au début. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Parce que il y a une instabilité qui fait que, pour moi, ça ne peut pas devenir une monnaie. C'est son principal inconvénient, car une monnaie, ça doit être une réserve de valeur, indépendamment du fait que, pour être un moyen d'échange, il ne faut pas être énergivore comme il l'est, etc. C'est là où on en vient donc aux stablecoins, Marc-Olivier, qui sont la deuxième catégorie de ces cryptoactifs, différents des cryptoactifs natifs. Et donc dit stable, parce qu'on veut montrer qu'ils sont stables, du moins en théorie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont adossés à un actif, très souvent le dollar, et on va le prendre comme exemple, par un émetteur qui est identifié. Donc là, vous pouvez aller voir cet émetteur et lui dire « je veux rééchanger mon stablecoin contre $1 ». Qu'est-ce qui fait à ce moment-là l'attrait ? C'est l'anonymat qui permet des opérations à grande échelle et donc parfois, souvent, de plus en plus, illicite, voire illégal. Alors ça, c'est oublier les risques. Les risques pour le détenteur et pour les autorités. Pour le détenteur, je vais en prendre deux exemples, le risque de faillite de l'émetteur, car pour qu'il y gagne quelque chose, il faut bien que les dollars que vous lui avez donnés contre le stablecoin, il les place. Et ils ne sont pas immédiatement liquides. Donc s'il y a un retrait massif, il a un problème et il ne peut pas aller voir la banque centrale parce qu'il n'est pas une banque. Donc il n'a pas accès à la liquidité. Deuxième exemple, les vols, les cyberattaques par diverses personnes, voire par la Corée du Nord, qui font tout perdre. Et ça, on l'a déjà observé. Oui, ce sont des risques qu'on a déjà vu se matérialiser. On a déjà vu se matérialiser des plateformes, parce qu'il faut bien, pour faire certains échanges, recentraliser le processus. Risque pour les autorités, Marc. Risque pour les autorités, eh bien, c'est, au-delà du problème de l'illégalité des activités, c'est l'apparition, l'émergence potentielle d'oligopoles, des big tech, comme Meta, qui a voulu créer sa stablecoin, X, dont on dit qu'il voudrait le faire, et parallèlement, et paradoxalement, une fragmentation des
par la multiplication des stablecoins qui existent et qui fait qu'on revient quasiment au Moyen-Âge, comme à l'époque où chaque ville avait sa monnaie et on était obligé d'échanger à chaque fois. Et c'est ça qui a amené à la création des banques centrales, comme ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance pour unifier les transactions au sein d'une région assez large. Bon, néanmoins, cette technologie, elle est là, on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Vous voulez lier également le sujet des cryptoactifs à la géopolitique et aux enjeux géopolitiques, Marc-Olivier. Comment est-ce que tout ça s'articule ? Alors, une chose importante, il n'y a pas de rejet de l'innovation. Et l'Odyssée des espèces, si on veut prendre cette image, a fait passer des coquillages aux pièces d'or, aux billets, et peut-être à l'euro numérique, on verra. Mais on a plus de 20 000, paraît-il, cryptoactifs existants qui immobilisent autant de ressources qui ne sont pas source de création, de production. Et qui peuvent créer des problèmes sans apporter des services qui existent déjà grâce à peu près moins de 200 monnaies qui existent, sauf dans des pays décrédibilisés ou très fragilisés, corrompus. Ouais. La géopolitique, elle revient là-dedans parce qu'elle permet à certains d'étendre leur pouvoir et leurs profits en privatisant ce bien public qui est la monnaie, ou en se servant des stablecoins, et je pense aux États-Unis, comme cheval de Troie américain. Et au GECO, en novembre, je modérerai un panel qui montrera combien les moyens, les systèmes de paiement peuvent devenir un véritable arsenal financier. Bon, les GECO, c'est à Lyon en novembre, c'est ça ? Petite parenthèse, rendez-vous à Lyon en novembre. Les journées de l'économie. Bon, il faut qu'on termine. Et donc, le bon, le brut et le brillant pour conclure la trilogie sur l'euro numérique, c'est ça ? L'euro numérique, avec un petit point d'interrogation, il va le confirmer, je le pense. C'est quoi ? C'est un billet dématérialisé. C'est comme un crypto émis par la Banque centrale et donc garanti par elle. Ça sert à quoi ? Un billet, ça peut être perdu, ça peut être volé. On doit être à proximité pour l'échanger. Donc, ça peut servir pour le commerce Internet, pour les transferts d'immigrés, de fonds immigrés, pour le tourisme, pour bientôt la domotique et l'Internet des objets, pour suivre pour les non bancarisés qui n'ont pas accès à un compte bancaire, etc. Et donc, il y a une demande à laquelle il faut répondre. Par ailleurs, on cherche à réguler les cryptos. Mais il faut offrir un billet dématérialisé. Et ça reste une monnaie banque centrale. Et ça reste sous le contrôle souverain pour ne pas se retrouver cryptoisé par un actif qui est manipulé par Poutine ou dollarisé de facto par le stablecoin de Trump ou vassalisé par le yuan électronique de la Chine. C'est une question de souveraineté. D'ici quand 2030 normalement, parce que ça prend du temps, il faut que ça soit un succès, pour ne pas décrédibiliser la BCE, mais pas trop, pour ne pas vider les dépôts bancaires et déstabiliser les banques. Et je conclurai très rapidement, parce que je sens que c'est le moment, par une petite ironie sur le fait qu'on peut faire confiance aux banques centrales et que je note qu'il vaut mieux en avoir gouverné au moins 2 pour devenir Premier ministre, comme l'a été Mario Draghi en 2021-22 et comme l'est Mark Carney au Canada depuis le 14 mars. Banque d'Italie, Banque Centrale Européenne pour l'un, Banque du Canada et Banque d'Angleterre pour l'autre. Merci beaucoup Marc-Olivier. Marc-Olivier Strauss-Kahn qui nous accompagnait à l'occasion de cette semaine de l'éducation financière, directeur général honoraire de la Banque de France.